Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, donc on va faire un nouveau chapitre. J'espère que vos vacances confinées ont été bonnes. Et là, voilà, on aborde un nouveau chapitre. On revient sur la thématique 1, donc de la chimie principalement. Cette thématique, c'est la constitution et les transformations associées aux matières. Il nous reste au final, pour finir tout le programme, 4 chapitres, 4 gros chapitres. Le premier, c'est comment se forment des liaisons entre les atomes du point de vue chimique. Et après, on va étudier les 3 types de réactions. Réactions chimiques, réactions physiques et les réactions nucléaires. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura fini. Ça va être un peu on va être un peu tendu, mais ça devrait le faire. Je vous rappelle que je vous ai lancé un quiz sur les lentilles. Il y en a qui ont déjà pas mal répondu, et je vois au fur et à mesure le travail qui est fait. N'oubliez pas de me le rendre de le faire avant la deadline, parce qu'une fois que la deadline est lancée, c'est mort, vous ne pouvez plus rendre le quiz et je le considère comme non fait. N'oubliez pas à chaque fois de récupérer le code de votre copie qui vous est fournie à la fin du quiz, ça c'est important, de façon ensuite à ce que vous puissiez voir votre copie corrigée. Voilà pour l'ensemble. Pour ce que j'avais. Alors on y va, on va commencer donc ce chapitre 5 sur la compréhension de comment la matière se stabilise et donc comment se créent des liaisons chimiques entre les atomes. Alors on va voir déjà la stabilisation. Cette stabilisation elle peut prendre plusieurs formes. On va déjà stabiliser les atomes tout seuls, sans former des liaisons chimiques. Les atomes, ils se stabilisent naturellement en formant des ions. D'accord? Et après, peut-être pas qu'on va le faire aujourd'hui, on va commencer à le voir aujourd'hui, peut-être, mais la matière se stabilise, au point de vue des atomes, aussi pour former des molécules. Donc soit des atomes vont former des ions, s'ils restent tout seuls, soit ils vont s'associer à d'autres atomes et former des molécules. Mais pour pouvoir faire ces associations, il va falloir qu'ils suivent des règles de stabilité. Et donc c'est là ce qu'on va apprendre dans ce chapitre, c'est quelles sont les règles de stabilité des atomes pour former soit des ions, soit des molécules. Et donc on va commencer par la partie ionique. Donc en 1, stabilité des atomes par formation d'ions. Stabilité des atomes par formation d'ions. Alors, pour pouvoir comprendre comment se stabilise un atome pour former un ion, je vais décrire une classe d'éléments chimiques qui est ultra importante dans notre tableau périodique, qu'on en appelle les gaz nobles. Petit 1, les gaz nobles. Gaz est un mot invariable, donc jamais de S. Les gaz. Alors ces gaz nobles, déjà, ce sont dans le tableau périodique, ce sont tous les éléments chimiques qui sont dans la toute dernière colonne. Donc ceux qui sont tout à droite, on a l'hélium, on a le néon, on a l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Tout ça, ce sont des gaz qui sont dits nobles. Alors pourquoi ils sont nobles? C'est ce qu'on va voir. Déjà, ils ne réagissent pas. Alors, les gaz nobles sont situés. Les gaz nobles sont situés dans la dernière colonne. Du tableau périodique. Première chose. Ces gaz nobles, ce sont des gaz monoatomiques, donc qui ne contiennent qu'un type d'atome, et ils sont dits inertes.
sont des gaz monoatomiques. Inertes. En fait, ils réagissent pas. Alors, ils réagissent pas, c'est un petit peu faux, ils réagissent très difficile. Pour les faire réagir avec d'autres types d'atomes, c'est pas facile. Alors pourquoi justement ils ne réagissent pas? C'est parce qu'ils sont stables. Ce sont des éléments qui ont une stabilité énergétique qui font qu'ils n'ont pas besoin de réagir avec d'autres éléments. Ils sont déjà stables naturellement. Et pourquoi est-ce qu'ils sont stables? C'est parce qu'ils ont une configuration électronique qui est particulière. Alors, on va revenir justement sur cette configuration électronique. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'est une configuration électronique? Un petit oui ou un petit non dans le chat. Alors, pas de réponse? Oui. Anaïs sur le dos, Sarah, oui. Ok. Donc on va reprendre cette notion de configuration électronique et vous allez voir maintenant justement quelle est l'importance de la structure électronique, de la configuration électronique des éléments, et en fait que la stabilité de la matière, elle est basée sur cette configuration électronique. D'où le fait qu'on avait déjà vu ça. Donc je remets une couche, mais on va aller un peu plus. Alors, la stabilité et l'inertie des gaz nobles sont dus, c'est la stabilité et c'est une inertie, donc sont dus à leur configuration électronique, à leur configuration électronique particulière. Et qu'est-ce qu'on va? On va regarder pour l'hélium. Alors l'hélium c'est très particulier. Parce qu'en fait, l'hélium, quel est le numéro atomique de l'hélium? Il est placé où l'hélium? Exactement. C'est le deuxième élément chimique. Il y a l'hydrogène et après, juste après, il y a l'hélium. Donc, si on regarde la configuration électronique de l'hélium, alors on va avoir ce qu'on appelle un duet d'électrons. Duet d'électrons pour l'hélium. En effet, sa configuration électronique, c'est 1 S 1 S. Ça n'arrive pas. D'accord. Ça, c'était simplement pour l'hélium. Tous les autres gaz nobles, on va simplement regarder les deux autres qui suivent, le néon et l'argon, eux vont avoir ce qu'on appelle des octets d'électrons. Octets d'électrons pour, juste après, le néon et l'argon. On pourrait faire le krypton, enfin, le xénon, pardon, et le krypton, ou le radon, mais la configuration est beaucoup plus complexe, puisque ça va faire appel à des sous-couches que vous ne connaissez pas encore, qui sont, même si vous pouvez l'écrire, mais c'est assez particulier. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Le néon. Alors, on avait dit hélium, c'est 2. Le néon,
son numéro atomique, c'est 10. Et l'argon, c'est 18. Donc, ce que l'on va avoir pour le néon, on va avoir 1 S2, 2 S2, 2 T6. D'accord? On a bien 8 électrons sur la couche 2, même si les deux sous-couches sont remplies. Et pour l'argon, on va avoir 1 S2, 2 S2, 2 T6, après 3 S2, 3 T6. Donc on a bien la troisième couche qui contient 8 électrons également. Comme d'habitude, Tobias. Alors, donc ce que l'on peut dire en fait, c'est qu'un gaz noble, l'hélium qui est un gaz noble, possède un duet électronique. Tous les autres gaz nobles possèdent un octet d'électrons qui les stabilise. C'est le fait de respecter cette règle du duet ou de l'octet qui va justement permettre de stabiliser nos éléments chimiques. Pourquoi? Parce que nos dernières couches, nos couches externes, sont saturées, elles sont pleines. Si je dois rajouter un électron à mon argon, ben je vais rentrer sur la couche 4S. D'accord? Et donc cette couche 4S, elle ne sera plus pleine. Alors que toutes mes couches, ma sous-couche, ma couche 3, est entièrement remplie. Donc la stabilité, en fait, elle vient d'où dans la configuration électronique? C'est est-ce que la couche externe est pleine ou non. Et dans ce cas-là, pour l'hélium, la couche externe 1S est pleine. Pour le néon, la couche 2S, 2T, elles sont pleines également. Et pour l'argon, 3S, 3P, elles sont pleines également. Si on regardait ensuite, c'est le krypton. Bien sûr, le krypton, ce serait la couche 4S, 4P, 4D qui va être complètement pleine, etc., etc. Mais ça, on le verra beaucoup. Vous le verrez plus tard. Alors déjà, nous, on s'intéresse à nos trois premiers gaz nobles. Voilà pour notre configuration électrique. Alors, quelle est la règle de stabilité que l'on va devoir écrire? Donc en petit 2, règle de stabilité. Toutes les entités chimiques, pour se stabiliser, elles vont tendre à acquérir la même structure qu'un gaz noble. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent acquérir la structure électronique d'un gaz noble? Soit elles gagnent des électrons, soit elles perdent des électrons. Et qu'est-ce que c'est qu'une entité chimique qui gagne ou qui perd des électrons? Ça, vous l'avez vu au collège. Comment on appelle une entité chimique qui a gagné ou qui a perdu des électrons? Allez, réponse. Exactement. Très bien. Des ions. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que les ions existent dans la nature? Parce que justement, ils essayent de se stabiliser. Ce sont des éléments chimiques qui essayent de se stabiliser en gagnant ou en perdant des électrons de façon naturelle. Donc, un ion ne peut exister que parce qu'il a essayé d'acquérir une structure électronique d'un gaz noble. Donc, d'où cette règle de stabilité. Donc, dans les entités chimiques, les atomes, donc ce sont des éléments simples, les atomes tendent à adopter la structure électronique externe du gaz noble le plus proche, à adopter la structure électronique du gaz noble le plus proche.
Donc voilà notre règle de stabilité. Et ça va valoir pour tous les atomes. Un atome va tenter de se stabiliser. De quelle façon? En gagnant ou en perdant des électrons par différentes méthodes possibles, et c'est ces méthodes qu'on va essayer de comprendre, pour atteindre la structure électronique de la stabilité maximum. Stabilité d'un gaz noble. C'est-à-dire que la couche externe est complète. D'accord? Est-ce que ça c'est clair déjà? Parce que c'est vraiment la base de la base, et il faut vraiment le comprendre. Si vous avez compris ça, la suite, ça va être beaucoup plus simple. Parfait. Donc ça c'est notre règle, c'est la règle, vous allez voir, il n'y a pas de calcul dans ce chapitre. C'est vraiment de la théorie, de la compréhension de ce qui se passe au point de vue moléculaire, au point de vue atomique, pour pouvoir avoir des architectures plus précises. Et donc cette règle de stabilité, il faut la connaître. Les atomes tendent à acquérir la structure électronique des gaz nobles qui leur sont le plus proches. Soit en gagnant ou en perdant des électrons. Et donc ce que l'on va faire, on va appliquer ça aux ions. Donc en petit 3, application aux ions, qui est la chose la plus simple au début. Alors, un ion monoatomique, qu'est-ce que c'est? Alors vous avez vu, un ion est une entité chimique qui a gagné ou qui a perdu des électrons. Ça, c'est la définition du collège. Maintenant, on va voir la définition du lycée, en parlant de configuration électronique, justement. Quelque chose, on va voir la définition un peu plus poussée. Un ion monoatomique, c'est-à-dire constitué par un seul type d'atome, est une entité chimique stable. Il y a le terme stable qui va être important, puisqu'on a parlé de stabilité juste avant. Pourquoi elle est stable? C'est parce que dont la couche externe de valence, la couche externe qu'on appelle la couche de valence, est cette chose. Donc, c'est-à-dire que sa dernière couche électronique est remplie totalement d'électrons. Et on va pouvoir voir avec des exemples. Alors, on va considérer d'abord le sodium. Troisième élément chimique. Donc, première chose à faire, c'est d'écrire la configuration électronique du sodium. Et de là, on va voir que le sodium n'est pas une espèce stable. Et pour se stabiliser, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perdre ou gagner des électrons. Alors, qui peut me donner la structure électronique du sodium? Tout bête. Pas besoin de mettre les puissances et tout, hein, vous mettez les 1S2, 2S1. Donc oui, Anaïs, non Théo. Parce que là, si tu mets 1S2, 2S2, ça fait 4. Alors, donc je suis d'accord. C'est 1S2, 2S1. D'accord? Et donc, lui, il va vouloir se stabiliser. Donc, on va regarder quel est le gaz noble qui est le plus proche. Soit il se stabilise en 1S2, soit il se stabilise en 2S2, 2P6. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? D'après, qu'est-ce qui est plus simple? De se rapprocher de la structure électronique de l'hydrogène, de l'hélium, pardon, 1S2,
ou de se rapprocher de la structure électronique du néon en 1s2, 2s2, 2p6. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rapprocher de la structure électronique de l'hélium sur ces électrons? Alors, pas d'idée? Il faut qu'ils perdent un électron. Exactement. En perdant un électron, sa structure électronique devient 1s2. Et donc, il acquiert la structure électronique de l'hélium. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour acquérir la structure électronique du néon? Une structure électronique du néon, je vous rappelle, 1s2, 2s2, 2p6. Ah non, pas que 3. Exactement. Gagner 7 électrons. D'accord, pas 6, 7, parce que soit donc il va vers l'hélium, c'est 1s2, soit il va vers le néon, c'est 1s2, 2s2, 2p6. Donc là, il doit perdre un électron. Là, il doit gagner 1, 2, 3, pardon, 1 et 5 et 6, 7 électrons. Donc, perdre un électron ou gagner 7 électrons. Qu'est-ce qui est le plus facile? Gagner 7 électrons ou perdre un électron? Qu'est-ce qui est le plus simple à faire d'un point de vue énergétique? Exactement, perdre un électron. Donc, ce qu'il va faire, au final, il va devenir 1s2 en perdant un électron. D'accord? Et donc, s'il perd un électron, quelle va être la formule de l'ion sodium? Ça va être Na. Et si ça perd un électron, c'est Na plus ou Na moins? Na plus, exactement. Puisqu'il perd un électron, il devient positif. Et ça forme c'est Na plus. Donc, vous pouvez prédire à l'avance que l'ion stable qui existe dans la nature, c'est l'ion sodium Na+. C'est ce qu'on trouve dans le sel de cuisine. C'est constitué par des ions Na+, et des ions Cl-. D'accord? Le sodium à l'état natif pur ne va pas exister tel quel, parce qu'il n'est pas stable. Ça va pour ce premier exemple? Ah, j'ai un problème de communication. Un, deux, ouais, c'est mieux. Là, ça a bugué. Là, ça va mieux, j'ai retrouvé ma connexion. Ok, alors deuxième exemple. On va le faire sur... Allez, je vais prendre l'azote. Sur le même raisonnement, quel est l'ion azote? Donc, première chose à faire, écrire la structure électronique. Première chose à faire, écrire la structure électronique de l'atome d'azote. Alors, qui me donne sa structure électronique?
1s2, 2s2, 2p3. Je suis d'accord, c'est bon. 1s2, 2s2, 2p3. Voilà la structure électronique de l'azote. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qu'il va vouloir faire, c'est acquérir la structure électronique du néon, acquérir la structure électronique du néon. C'est 1s2, 2s2, 2p6. En faisant quoi? Donc, comment on passe de cette structure électronique à celle-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? En gagnant 3 électrons. En gagnant 3 électrons. C'est-à-dire en passant 1s2, 2s2, 2p6. Donc, l'ion azote s'écrit N quoi? Quel est l'ion azote? S'il gagne 3 électrons, est-ce qu'il est positif ou négatif? Négatif. Et combien de fois négatif? 3. Parfait. Donc N 3 moins. Voilà l'atome d'azote, l'ion azote, obtenu à partir de son atome. Est-ce que c'est clair pour comment est-ce qu'on obtient la formule des ions à partir de leur structure, la structure électronique de l'atome? Ça, c'est la première chose. Des questions sur cette partie? Oui? Non? Ok. D'accord. Donc voilà, là maintenant vous savez comment la matière se stabilise et par une première méthode. Première méthode pour se stabiliser, les atomes forment des ions. Bon, il n'y a pas que ça, d'accord? Puisque la matière c'est constitué par des associations d'atomes pour former des structures plus grandes que l'on appelle les molécules. Et donc, les molécules se lient entre elles en créant des liaisons. Et on va voir justement à quoi elles correspondent, ces liaisons. Donc, on passe au grand 2. Stabilisation des atomes par formation de molécules. Des atomes par formation de molécules. Et donc, pour former des molécules, les atomes se lient entre eux en créant ce qu'on appelle des liaisons de valence. Donc, c'est ce qu'on va étudier en premier lieu, la liaison de valence. Hein? La liaison de valence. Alors, vous voyez ce terme valence qui revient à chaque fois, c'est toujours lié à la couche externe sur laquelle demeurent les électrons de valence. Et donc, au final, une liaison de valence, ça va encore mettre en jeu cette configuration électronique et mettre en jeu des électrons, forcément. Et on va voir de quelle façon. Donc, vous voyez, tout est lié à cette structure électronique. La stabilité de la matière qui nous entoure
vient du fait que chaque atome possède une structure électronique particulière et qu'elle tend à acquérir une structure stable, celle des gaz nobles. Alors, qu'est-ce qu'on reste? Molécule dans une molécule, les atomes sont liés par des liaisons de valence. Sont liés par des liaisons de valence. Alors après, il y en a plein d'autres types. D'accord? En seconde, on va simplement regarder les liaisons de valence en termes général. Alors après, le correspond. Qu'est-ce que ça peut être une liaison de valence? Pourquoi deux atomes ils vont pouvoir se lier entre eux? En sachant que le but, c'est de se stabiliser. Et un atome, comment est-ce qu'il se stabilise? Soit il gagne des électrons, il prend des électrons de quelque part, ou il en perd. Forcément, il y a certains atomes, pour se stabiliser, ils vont vouloir en perdre, et d'autres qui vont vouloir en gagner un certain nombre. Si ces deux atomes se rencontrent, celui qui perd ces atomes pour se stabiliser va les donner à celui qui veut en gagner pour se stabiliser. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont créer une liaison. C'est aussi simple que ça au final. C'est très résumé, c'est schématique ce que je dis là, mais c'est une bonne première approximation. Alors comment on réécrit? Donc elles, les liaisons de valence, elles correspondent à la mise en commun d'une ou plusieurs paires d'électrons. D'une ou plusieurs paires d'électrons. Alors, afin que chaque atome se stabilise. Par exemple, j'ai A avec une liaison et B, ça veut dire que A et B ont partagé ensemble deux électrons en commun. Un qui provient de A, un qui provient de B. C'est comme ça que ça fonctionne. Un électron qui avait peut-être en trop sur A, il a capté en plus un électron qui manque en moins sur B. Voilà, ils sont échangés un électron de façon à se stabiliser et qui s'entourent chacun soit d'un octet d'électrons, que leur couche externe se stabilise grâce à l'électron apporté à l'autre, ou un duet d'électrons pour se rapprocher de la structure de l'hélium. Et ça, c'est un petit peu particulier. On pourrait écrire des doubles liaisons. Ou cette fois-ci, c'est 4 électrons qui sont mis en commun. Ou on peut carrément aller aux liaisons triples. Alors il y a des liaisons quadruples, mais bon, tellement particulier qu'on ne va pas le voir. Ça, c'est quand on met les deux atomes, mettent en commun 6 électrons. D'accord? Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est un mariage, et puis chacun amène tous les biens dans la communauté du mariage. Or, les biens, ce sont les électrons que chacun possède. Donc on peut avoir des liaisons de valence simples, qui sont une mise en commun de 2 électrons, des liaisons de valence doubles, qui sont la mise en commun de 4 électrons, et des liaisons de valence triples, qui sont une mise en commun de 6 électrons. Voilà les types de liaisons qu'on peut avoir. Alors, parfois, il y a encore trop d'électrons dessus. Et il y a des atomes qui se retrouvent avec tellement d'électrons autour d'eux qu'ils ne peuvent plus les donner. Mais les électrons, ils n'aiment pas être seuls.
ils doivent toujours s'associer par paire pour pouvoir soit créer des liaisons, soit créer ce qu'on appelle des doublés non liants. On va voir maintenant. Il va falloir pouvoir écrire ces doublés non liants. Alors en petit 2, les doublés non liants. Alors je vous répète, ce que je vous dis là, c'est une grosse approximation de ce qui se passe dans la réalité. Plus tard, si vous continuez à faire de la chimie, vous verrez que ça ne se passe pas exactement. C'est un peu plus complexe, mais les programmes sont faits en sorte que ça vous donne une certaine base, une certaine connaissance qui va vous permettre au fur et à mesure de comprendre comment s'est construit vraiment la chimie actuelle. Et on est passé par là, par ces compréhensions. C'est comme tout, en physique, c'est la même chose. On ne va pas vous faire de la relativité générale de suite. On passe par la relativité galiléenne, ensuite on va faire les lois de Newton, etc., etc. Et toutes ces lois, pourtant, sont fausses. Elles sont incomplètes. Elles ne décrivent pas totalement la réalité. D'où le fait qu'à chaque fois, on rajoute des petites briques. Et on est obligé de dire, ce que l'on a fait à ce moment-là, c'était pas tout à fait juste. Mais c'est une bonne approximation. C'est quoi le titre du petit 2? Les doublés non liants. Tu le vois pas? Je sais pas comment ça se fait que vous voyez pas. Tellement mal écrit, moi j'arrive à le dire sur mon écran. De mauvaise foi, là. Pourtant j'ai mis la hauteur, mais qualité, là. Ok. Désolé. Alors, les électrons de valence. Donc, on a dit qu'il y avait des électrons de valence qui permettaient de s'associer à d'autres électrons de valence dans notre atome pour créer des liaisons. Mais il se peut qu'il y ait des électrons de valence qui n'arrivent pas à s'engager dans une liaison covalente. Il en reste. Et ces électrons qui restent, ils vont se rassembler également par paire pour former ce qu'on appelle des doublés non liants. Donc les électrons de valence non engagés dans une liaison se rassemblent par paire, encore une fois, puisque les électrons veulent toujours aller par paire, se rassemblent par paire pour former des doublés non liés. Pour former des doublés non liants. Donc, soit vous avez des électrons de valence qui créent des liaisons de valence, et tous ces électrons qui n'ont pas été utilisés sur la couche externe, la couche de valence, vont se réunir par paire et former des doublés non liants. Et c'est ce qu'on va regarder. On va faire des exemples. Donc, premier exemple qu'on va faire, on va le faire sur le carbone.
Ce qui va nous permettre de savoir, en fait, quels sont le nombre de liaisons que va pouvoir créer un atome. Chaque atome va pouvoir créer un certain nombre de liaisons bien particulières. Pas plus, pas moins, sauf exception. Et en chimie, malheureusement, il y a beaucoup d'exceptions. Et nous, en seconde, on fait le cas général. Alors, le premier exemple, on va le faire sur le carbone. Numéro atomique. Quelle est la structure électronique du carbone? Ouais, c'est du 1s2, 2s2, 2c2. Vous êtes d'accord? Structure électronique du carbone. 1s2, 2s2, 2p2. Combien d'électrons de valence est-ce que le carbone possède? 4. Très bien. Donc on a bien ici et ici, on a 4 électrons de valence. Donc, combien de liaisons est-ce qu'il va pouvoir créer? En fait, il faut regarder cette règle de l'octet. Règle de l'octet. Donc, en général, lui, ce qu'il veut, c'est obtenir 8 électrons sur sa couche externe. Et donc, il en a 4. On va regarder 8 moins 4, c'est 4. D'accord? Donc, en fait, il va créer 4 liaisons. Donc, s'il crée 4 liaisons, il va faire combien? Et qu'il a 4 électrons de valence autour de lui. Ces 4 liaisons, pour être créées, en tout, le carbone doit aussi fournir 4 électrons. Oui ou non? Puisqu'une liaison, c'est dû à la mise en commun d'un électron. Si le carbone crée 4 liaisons, il faut qu'il fournisse à chaque liaison un électron, donc 4 électrons. C'est-à-dire qu'il lui restera combien d'électrons sur sa couche externe une fois qu'il aura créé ces 4 liaisons? Exactement, 0. Il en aura. Donc, combien de doublés non-liants est-ce qu'il va pouvoir faire? S'il n'a plus d'électrons disponibles, est-ce qu'il peut faire des doublés? Et voilà, très bien. Il ne peut pas faire de doublés non-liants. Donc, règle de l'octet. 8 moins 4 va créer 4 liaisons. Pour former 4 liaisons, il utilise 4 électrons. Il lui reste donc sur sa couche externe (4 moins 4 égale 0 électrons). Conséquence, 0 doublé non. Donc le carbone, comment on le représente? Quand on dit qu'il peut créer 4 liaisons, alors si on va le dessiner sur une molécule, ça veut dire qu'il va faire un carbone et puis on va lui mettre 4 petits points. Ça veut dire ces petits points qu'il peut créer 4 liaisons. Chaque point représente une liaison possible à établir. Ça, c'était
pour le carbone. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va le faire pour l'azote. Et après, on le fera pour le chlore, si on a le temps. On fera juste pour l'azote. On s'arrêtera là. Ça suffira. Azote. L'azote, M7. Alors, même en raisonnement. Structure électronique. 1S2. 2S2. 2P3. Combien d'électrons de valence possède l'azote? Très bien. On a 2 électrons sur 2S, 3 électrons sur 2P. Donc on a 5 électrons de valence. En appliquant la règle de l'octet, il va pouvoir créer combien de liaisons? Très bien. On fait 8 moins les 5 électrons de valence. 3 liaisons de valence. Donc, pour former ces 3 liaisons, il utilise 3 électrons pour former ces liaisons. Il lui reste donc combien d'électrons sur sa couche externe? Donc il avait 5 électrons de valence, il en utilise 3 pour faire des liaisons. Très bien, il lui reste 2 électrons sur sa couche externe. Il lui reste donc 5 moins 3 égale 2 électrons disponibles. Et que font ces 2 électrons qui se retrouvent tout seuls, au final? Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Ils se réunissent pour former quoi? Un doublé non lié. Ces 2 électrons se réunissent pour former un doublé non lié. Chose que l'on note. Donc l'azote, en fait, il peut créer 3 liaisons. Et en plus, il a un doublé non liant. On représente là un trait au-dessus d'un atome. C'est ce qu'on appelle un doublé non liant. Voilà pour ce que l'on en fait. Alors, j'ai pas envie de vous en faire plus pour le moment, mais je vais simplement vous donner un petit exercice. D'accord? Encore un exemple. Donc ce sera pour... Ah, on ne se voit pas mercredi prochain, donc ce sera le vendredi... Ah la vache, ça fait long. Alors je vais regarder si je peux pas vous faire autre chose. Alors, je vais vous donner la liste des exos. On peut voir... Ah, c'est ce que j'avais là. Je ne veux pas encore vous donner la structure du modèle de Lewis et tout ça. Ça va un peu être compliqué. Alors j'avais vu. Ça, on peut le faire. Ça, vous pouvez pas. Ça, vous pouvez pas. Autre. Alors. Faire l'exemple 3. Donc, c'est le chlore.
CL qui est égal à 17. Donc ce que je veux, c'est que vous me donniez la représentation. Combien de doublures, combien de liaisons peut-il créer et combien de doublés non liants possède-t-il? D'accord. Ça, c'est pour, donc pas ce vendredi puisque c'est férié, le vendredi prochain. Et en plus, vous faites plus le 13 de la page 100. Voilà. C'est pas beaucoup de boulot. De suite, ce sera assez rapide. Donc c'est histoire que vous fassiez un petit peu de truc. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que, je pareil, dès que la vidéo est accessible, je la mets sur YouTube et puis vous pouvez la consulter sur la chaîne YouTube. Pas de problème. Alors je coupe l'enregistrement. Oui, tu peux, Caro. Bonjour à Morgane également.